Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Pour ce premier tuto, on va aborder le sujet du Squash and Stretch. Donc un système qui est relativement intéressant pour des rigs un peu plus avancées. Donc avant de directement se lancer dans les explications, je vais montrer exactement ce qu'est le Squash and Stretch. Donc ici, on a par exemple un système où on peut étirer et contracter les polygones. C'est à ça que va servir donc ce système, pas plus, pas moins. C'est pas spécialement compliqué. Réellement, en une demi-heure, on peut faire par exemple le système ici pour une colonne vertébrale. Mais avant de rentrer dans les explications, on va avoir besoin de quelques bases de maths pour qu'on se mette bien d'accord sur l'histoire. Donc, tout d'abord, le fait est que on va avoir besoin d'exposants pour un souci de maintien de volume, pour une question de réalisme dans le personnage, qui soit hyper réaliste, enfin si le personnage est réellement réaliste, ce qui n'est pas français, un Squash and Stretch est peut-être pas forcément la chose la plus adaptée, quoique, ça dépend. En tout cas, le fait est qu'on va avoir besoin de cette histoire. Donc par exemple, si on prend 5 exposants 5, eh bien c'est pas compliqué. On va avoir donc 5 x 5 x 5 x 5 x 5, donc 5 exposants 5, c'est 5 fois lui-même, ce qui va nous donner cette valeur-là. Si par exemple on a 1 au cube, l'intérêt du 1, c'est que 1 fois 1 fois 1, donc 3 fois 1, va nous valoir 1. C'est là toute la puissance de l'exposant qui va être notre intérêt. Donc on va avoir besoin d'une valeur qui va être dans notre x, qui va être la longueur de l'élément qu'on veut stretcher, qui devra être égal à 1 par défaut, pour que malgré l'exposant quel il soit, on n'ait pas d'étirement ou de contraction involontaire au niveau de son état de repos. Et le y sera donc l'exposant qu'on mettra pour pouvoir avoir un maintien de volume correct. Donc, pour mettre ça en image, on se retrouve dans une nouvelle scène dans Maya. Donc, moi j'ai un chef custom, toujours très utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une chaîne de joints. Donc, à savoir que dans Maya, on travaille avec des joints, ce qui est différent de 3ds Max. Donc, on rentre dans le mode rigging de Maya, on va dans Skeleton, Create Joints, on va dans les options, on reset le tool, on ne sait jamais, ça on peut cacher. On va en mode front, voilà, et on va créer donc moi j'appuie sur X pour que les joints se collent au grillage. Donc un joint, on va faire un ça, ça, encore un là, un là, un là, donc ça ferait une base. Voilà, ça peut être pas mal, donc on part sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joints, une bonne base. Donc on va avoir notre chaîne de joints, important, on va dans l'outliner, donc normalement vous allez dans Windows Outliner, moi je l'ai docké ici parce que j'en ai constamment besoin, en rigging c'est souvent nécessaire. On a les joints, donc aussi une question fort importante, c'est de toujours renommer ces joints. On peut vite être perdu dans des chaînes de joints qui se ressemblent un peu trop. Donc on va ensuite, donc moi j'ai mis un raccourci, ce qui est très important, mais on va dans Modify, Search and Replace Name, on tape joint, donc pour ici la partie qu'on veut changer. Moi je le remplace par JNT, on peut mettre JT, c'est à vous de voir. J'ai mis un 0, comme ça hop, on a la chaîne de joint renommée. Une fois que la chaîne de joint est faite, on va avoir besoin d'un IK, donc qui va contraindre notre chaîne, mais qui va permettre aussi de nous créer une courbe qui va être de la longueur du système qu'on va vouloir stretcher. Donc, on va dans Skeleton, on va dans le Create IK Spline Handle, on reset le tool, donc ça va créer la courbe, ça va l'autoparenter, tout le bordel. On part de la base, on va jusqu'à l'arrivée, hop, voilà. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer que donc, l'IK, on ne peut pas le bouger. Les joints, si on souhaite les bouger, ça ne va rien faire à part un flip dégueulasse. On peut juste les bouger dans la longueur de l'IK, ce qui n'a aucun intérêt pour l'instant. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on a une courbe, et quand on passe en en éditeur de points, donc c'était ici en dessous de Skeleton,
Ok, si vous ne le voyez pas, c'est peut-être parce que le menu est caché. Donc, Component Editor, qu'est-ce que je raconte? En Component Type, on va avoir les sélections de la courbe qui vont être utilisables, et là, on peut bouger la courbe, ce qui va faire bouger, en fait, la chaîne de joint vis-à-vis donc de la déformation de la courbe. C'est l'IK qui va créer ça, en fait. Donc, l'intérêt pour le Squash and Stretch, ça va être de faire bouger cette courbe. Parce que sinon, dans l'état, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc, renommer LikeHandle. Ça va être LikeHandle. Là, on n'a pas réellement de nom à lui donner. Le curve, ça va être curve IK01. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir dupliquer le premier et le second joint. Donc, moi, je duplique toute la chaîne. Avec Shift sur le petit plus ou le petit moins, on affiche tout. On supprime l'effecteur. Moi, je déparente le dernier joint et je supprime tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Donc, on va renommer joint bot 01 et joint top 01. Pour y voir quelque chose, moi, je sélectionne les deux joints et dans radius, on va mettre un radius. Voilà. Comme ça, on voit un petit peu ce qu'on fait. Ce sera un peu plus simple. Ensuite, donc pour faire bouger cette courbe, comme je disais, c'est ça qu'on va devoir faire, on va utiliser ces deux joints. Donc ça, on va skinner les deux joints sur la courbe. Donc on sélectionne les deux joints, on sélectionne la courbe, skinned, on va dans les options du bind skinned, on reset et bind skin. Voilà. Vite fait, si on sélectionne les joints, ça fait bouger, c'est magnifique, c'est pas de la magie, c'est de la science, hop, ça fonctionne tout seul. Bon. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que d'un point de vue purement technique, ici, on va pas voir grand chose si on scale les joints, si on fait des modifications dessus, on va pas voir grand chose. Donc on va créer des polygones. Donc on va aller dans Chef Polymodeling ou dans Create Polygon Cylinder. Voilà. Alors, donc, au niveau... Donc ça, c'est des astuces de base dans Maya, mais donc D va servir à modifier le point de pivot. Le V permet de coller au vertex. Donc ça permet de mettre à la racine. On appuie sur D pour arrêter de bouger à ça. On appuie sur X pour coller au grillage. Donc un grillage qui est infini, hein, même si vous ne le voyez pas, il existe toujours. Voilà. Ensuite, je passe en Component Type. Hop, et on va snapper les points. Donc coller les points du haut du cylindre jusqu'au joint. Ça, c'est bon. Et juste question 2, on va rajouter un peu de définition parce que sinon, bien, on ne verra rien, tout simplement. Donc, ce n'est pas ça. Où est-ce que c'est? Non. Alors, je ne sais jamais. C'est pas bien grave. Un peu de modeling, c'est pas forcément compliqué. Edge. Now. Edge. Hop. Hop. Et il suffit. Component. Voilà. Une fois que ça c'est fait. En fait, il suffit de mettre un peu de définition par rapport aux éléments que vous souhaitez. Ce qu'il y a en fait, c'est que si on ne met pas de définition, bien le tube ne va jamais se déformer puisqu'il y aura juste les points du dessus et les points du haut, du bas. Donc ça ne peut pas se déformer, bien évidemment. Dans un rig personnel, ça n'arrivera jamais ces questions vu que vous devrez déformer votre personnage. En plus, ici un élément, c'est que vous ne voyez pas la chaîne de joint, donc vous venez ici à côté de l'icône de l'obturateur, il y a un petit carré avec l'icône du joint, vous appuyez et ça donne le X-ray joint, ce qui permet de voir les joints à travers toutes les surfaces, donc, ce qui est excessivement pratique. Ici donc on a notre cylindre qui est donc effectif. On va faire un Alt-Shift-D qui fait le même effet que si on va quand on le sélectionne et qu'on va dans Edit, Delete by Type, History, c'est pareil au même.
Une fois que cela est fait, on va devoir donc lier les joints, donc ça aussi c'est pas très compliqué, on sélectionne tous les joints, on sélectionne le cylindre, on fait un skint bind skint, voilà, donc maintenant on cache ce cylindre, et donc pour redonner l'ordre, ce qu'il y a c'est que donc les joints contrôleurs vont faire bouger la courbe, ce qui va faire bouger la chaîne de joints, le tout faisant bouger, vous l'aurez compris, le cylindre, voilà. Et là, ce qu'il y a, c'est que si on descend ou qu'on monte, la chaîne, elle s'en contrefout, ça ne bouge pas. Donc, l'élément à faire, pour que ça soit un petit peu plus simple, parce que le joint contrôleur, il a des valeurs en translate, donc ça n'a aucun intérêt, on va créer des contrôleurs. Donc, je viens dans le Shape Curve, on va créer un cercle, voilà. Je le mets en component type, hop. On la scale un petit peu. Ici, je le fais vite fait parce que d'un point de vue purement technique, ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, dans vos rigs, forcément, il faut faire attention à la forme de vos... Donc, on delete l'history. Il faut faire attention à la forme de vos contrôleurs. On fait aussi un freeze transform puisque le contrôleur audio a des valeurs. Donc, modify freeze transform. Il faut faire attention à la forme de vos contrôleurs parce que si vous mettez des cercles partout, l'animateur risque de vite se perdre. Il faut un certain problème esthétique aussi dans les rigs pour faciliter le travail de l'animateur. Donc, on va renommer ça contrôleur bot 01 et contrôleur top 01. Ici, pas compliqué, on sélectionne le joint, on sélectionne le contrôleur, paf, on parente avec P. Joint contrôleur, P, hop, le contrôleur contrôle. Voilà, c'est magique. Non. Allez. Donc, une fois que ça est fait, donc on est bien d'accord, c'est bien beau, mais ça ne fait toujours rien. La seule différence, c'est qu'on peut remettre à 0 le contrôleur et qu'on n'a pas peur que tout pète. Voilà. Le fait est que pour que le système du Squash and Stretch fonctionne, il va falloir aller dans le Node Editor. Donc on va dans Windows, Node Editor, juste entre Outliner et Playblast. Voilà. Et on obtient le Node Editor. C'est très semblable à l'Hypershade si vous êtes habitué à Maya, donc c'est pas très compliqué. Pour amener un élément dans le Node Editor, plusieurs manières. Soit vous sélectionnez l'objet dans l'outliner et avec la molette que vous appuyez dessus, vous appuyez sur l'élément, vous avez le petit plus et vous l'amenez jusque là. Ici, le petit carré avec les étoiles, c'est pour nettoyer tout. Ou alors, simplement, vous sélectionnez soit dans l'outliner, soit dans le viewport et vous venez à côté des petites étoiles là avec le plus. Ça l'ajoute et le moins retire. Jamais faire de delete parce que là, vous allez supprimer complètement l'élément du fichier Maya. Okay, donc toujours faire soit un plus, soit un moins, jamais delete dans le node editor, sauf pour les nodes que vous voulez déliter. Et quand c'est des nodes qui sont liés à des polygones, des contrôleurs, des joints, jamais delete, sinon c'est la mort du petit cheval. Donc, aussi, il faut s'habituer au node editor, ça va devenir votre deuxième meilleur ami. En soi, ce n'est juste qu'une autre approche du view que le viewport, mais d'un point de vue purement technique, c'est la même chose, c'est juste pas la même tête. Donc on va prendre, non pas le contrôleur, parce que ça on s'en contrefout, mais on va prendre un curve, que j'ai appelé curve, voilà. On va amener la curve. Alors, vous avez trois éléments, ok. Admettons que vous ne savez pas laquelle il faut prendre, vous avez une paire de mémoire, vous sélectionnez les objets, et avec le pad numérique de votre clavier, vous appuyez sur 3. Le 1, 2, 3 vaut au 3 tiré ici, le 4 donne une version bien spécifique. Je crois que ce sont les attributs non-keyable, si je me rappelle bien, qui sont supprimés, les attributs non-keyable qui sont supprimés, quelque chose comme ça. Donc, vous avez ces trois éléments-là. Ici, on a donc en fait le groupe qui rejoint toute la curve. Ici, vous avez la shape de la curve, donc les points qui constituent réellement dans l'univers ça, et ici, sa shape originale. Le groupe ici, vous doutez bien qu'on n'en a pas besoin, il n'y a aucun attribut qui nous intéresse. Et puis on a le shape et le shape original, et c'est le shape dont on va avoir besoin. On prend le shape, puisque c'est lui qui va être modifié,
Et donc, on va avoir besoin de l'info de la longueur de la courbe. Cette longueur qui va définir, par exemple, la longueur de la colonne vertébrale de votre personnage, des pieds d'une table, d'une chaise, qui va définir la longueur du système que vous voulez étirer ou contracter. Et on appuie sur Tab, et on fait Curve Info. Là, vous avez le Curve Info. Et donc, vous voulez relier celui-là à celui-là. Vous pouvez passer par le component editor, mais pour rester dans l'editor, on va appuyer sur 3. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien, il n'y a aucune valeur qui peut rentrer, donc ce qu'on appelle un input. Donc on passe dans, en appuyant sur le 4, la version plus avancée, où on a le input curve. Et on va chercher le word space. Donc le word space 0, hop, dans l'input curve. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit qu'à l'état de repos, la curve vaut une longueur de 12 unités. Voilà. Donc c'est là qu'il peut y avoir deux approches qui fondamentalement sont exactement les mêmes. Donc ça, on va réduire. En fait, la chose c'est que on va devoir appréhender la longueur de la curve que notre contrôleur va modifier. Donc regardez, ici donc on a la curve info et le curve. Donc ici tout à l'état de repos, on n'a touché à rien. La longueur est de 12. Si je prends mon contrôleur que je descends mon contrôleur, curve info est à 7. C'était des poussières. Forcément, on a restreint la longueur de la curve. Si par contre, on tire, la curve va être supérieure à 10. Elle est à 15,6. Donc l'intérêt, ça va être d'avoir un comportement différent entre la longueur de la curve qui va être modifiée et la longueur de la curve de base en fait. C'est pour ça qu'on peut soit dupliquer la curve, et il y en aura une qui ne bougera jamais, ça vous permet d'avoir en fait la valeur de la curve de base, d'en être certain, 300%, ou alors faire comme je vais vous le montrer, la taper à la main. La seule différence est qu'en fait en soi, à partir de là, quand vous êtes sûr que tout est au repos, vous n'aurez qu'à faire un CTRL-C, CTRL-V. En prenant l'autre curve, en fait, ça vous évite juste cette étape-là. Fondamentalement, ça ne change rien. Mais la différence, c'est que vous êtes sûr, en fait, que c'est à l'état de repos. En fait, c'est cette valeur-là qu'il faut être certain. Le fait est que aussi, ici, j'ai 12 parce que j'ai donc collé mes joints par rapport au grillage de Maya. Quand vous êtes dans votre personnage, ça ne va pas avoir d'aussi beaux chiffres. Ça va mettre plein de chiffres dégueulasses. Bon, voilà, c'est une petite anecdote sans plus. Donc, en partant de ça, donc on regarde bien que c'est la arc length qui possède notre longueur de courbe. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va appuyer sur Tab, on prend un Multiply Divide, voilà, on appuie sur 3 et on voit le input 1, le input 2. Alors, si jamais vous avez un doute, le fait est que quand vous étirez, forcément, imaginez que vous prenez le contrôleur, vous étirez, si ça devait s'étirer, le fait est que le joint de base a un scale de 1. Donc, il faut que le scale soit supérieur à 1 d'office. Votre multiply divide, vous êtes obligé de le mettre en divide, sinon ça ne fonctionnera jamais. Imaginez bien que multiplier des longueurs l'une par l'autre, ça va donner des trucs affreux. Donc, en divide, pour que votre valeur soit supérieure à 1, il faut que la longueur qui soit modifiée soit supérieure à la longueur de base. Ce sera, dès que vous allez étirer, il faut que la longueur soit supérieure à la longueur de base. Donc, forcément, vous allez avoir ça. Ici, donc, on a 16,889. Si mon contrôleur, je le remets à 0, on va retomber à 12. Voilà, on retombe à 12. Donc, on peut mettre le 12 en dessous. Voilà. Et c'est juste cette étape-là qu'en fait, que l'autre dupliquer la curve va vous éviter. Et donc, en fait, ici, si je remonte ça, voilà, ici, la valeur va être supérieure à 12, voilà. Donc, 15 divisé par 12, on sera bien supérieur que 1. Et c'est cette valeur-là qu'on va devoir lier dans le scale du joint. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. Mais juste, je vais remettre le contrôleur à 0. Hop, voilà. J'espère que mon explication est suffisamment claire pour tout le monde. Donc,
c'est juste un élément qui va vous servir à être sûr de l'ordre dans lequel vous placez les éléments. Donc on va mettre on va prendre les différents joints. Je ne prends juste pas le dernier parce que il n'influence pas réellement grand chose, donc ça n'a pas grand intérêt. Voilà. La chaîne de joints est là, on appuie sur 3. On ouvre le output et on va le mettre dans le scale X. Et normalement, il n'y a pas de modification du cylindre. S'il y a une modification, c'est qu'il y a une erreur. Maintenant, là, il n'y a quand même que 3 nodes. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, je suppose. Donc on ouvre tous les scales. On relie les scales entre eux pour les joints, puisque ça va créer des scales uniformes au niveau du X. Donc au lieu de chaque fois tirer depuis le multiply divide, on peut gérer les scales entre eux, ça revient exactement au même. C'est l'intérêt d'un node, c'est que ça n'a pas un grand intérêt de le multiplier plusieurs fois. On peut simplement rallonger les liens. Et donc, si je ne me suis trompé, et je l'espère, si on prend le contrôleur et qu'on fait ça, voilà, ça tire. À partir d'une certaine longueur, forcément, ça va déconner parce que la courbe va être inférieure en fait à tout ce que le joint pourrait bouger en fait. Forcément, dans l'autre sens aussi, à un moment, le joint va ne plus vouloir suivre. Bon là, il y a de la marche, mais bon, vous comprenez l'idée. Si ça le fait dans un sens, ça le fait d'office dans l'autre. Donc voilà. Voilà. On pourrait se dire que c'est tout, mais ça ne l'est pas, bien évidemment. Là, si on tire, imaginez par exemple, moi c'est l'image qui me fait le plus penser, les langues de chat qui sont des bonbons, des longues ficelles rouges comme ça, quand on tire dessus, il y avait un amincissement au milieu, quand ça arrive à des points de tension. Et donc, c'est ce qu'on appelle un maintien de volume, c'est ce qui rend la chose plus crédible. Et bien évidemment, ici, quand on tire, il n'y a pas de maintien de volume, en fait. C'est comme si les informations entre eux étaient infinies, ce qui est le cas en 3D, mais pour rendre ça plus crédible, il faut faire quelque chose. Alors, on pourrait juste faire l'inverse, hein, dupliquer le multiply divide, inverser et les taper dans le scale, mais mathématiquement, ce n'est pas correct, en fait. Donc, il faut appréhender ça d'une autre manière, et c'est là que l'histoire des exposants va avoir un intérêt. Alors, je constate que j'ai fait aussi une erreur, c'est qu'il faut renommer forcément toutes ces curve info, tous ces nodes, parce que quand il y aura beaucoup de nodes, c'est comme ça qu'on se perd très très vite. Donc, multiply divide stretch 0,1. Voilà. Et donc, on va appréhender ça avec les histoires des exposants. Donc, on va dupliquer ce multiply divide. Et c'est lui qui va nous faire... qui va permettre de nous faire ces modifications. Alors, je vais l'appeler le squash, puisque ça va créer une contraction au niveau de l'intérieur du polygone. Alors, si quand on étirait, les joints devaient avoir un scale en x supérieur à 1, quand on va étirer, il faut par contre qu'en y et en z, le scale soit inférieur à 1. Donc, si vous prenez votre multiply divide et que vous l'avez réellement dupliqué par rapport au premier, il y a des valeurs qui sont déjà inscrites dedans. Des valeurs, ici, je l'ai dupliqué quand il était en repos, donc ils sont à 12 et 12. L'élément est que pour avoir une information inférieure à 1, eh bien forcément, quand je tire, hein, bien évidemment, quand je tire, il faut que mon arc length aille en input 2x. Pourquoi ? Eh bien, comme pour le premier, si je tire, ma longueur va être supérieure à ma longueur de base, et donc, ça sera 12 divisé par 21, donc là on est à peu près un demi, quoi. Un peu de choses près. Donc, ça vous permet d'être sûr. Puis, vous savez que si vous en avez fait dans un sens pour l'un, c'est dans l'autre sens pour l'autre. Donc ça, on le remet à 0. Et donc, ces exposants, comment les gérer? Eh bien, c'est pas compliqué, on va créer des exposants dans notre contrôleur. Alors, pourquoi dans notre contrôleur? On pourrait les créer en variable
dans notre node editor, mettre nous-mêmes les valeurs. La seule différence est que si on les met en tant qu'attribut, l'animateur pourra les modifier. Admettons que la valeur qu'on a placée ne crée pas la modification que lui estimerait, il peut jouer avec les valeurs pour avoir le résultat qui est escompté. Ça fait perdre du temps, c'est vrai, mais ça permet à l'animateur de peut-être réajuster ce qui, pour vous, semblait juste, ne l'est peut-être pas pour lui. Donc, ça lui permet d'avoir un contrôle là-dessus. Donc je choisis ce contrôleur, son contre-fou duquel en fait, mais vous prenez un des contrôleurs et on va mettre une scission, donc un displayable, c'est un attribut qui ne sert que d'affichage, et on met un enum. Un enum, ça permet aussi de mettre des termes bien spécifiques sur le côté, donc le blue on supprime, le green on va mettre le squash exposant, voilà, on add, voilà, vous voyez, tiret. Donc ça, les attributs, c'est aussi tout un élément à connaître, je pourrais aborder ça dans une vidéo à venir. C'est très important, puisque quand on a des contrôleurs avec beaucoup d'attributs, ça peut éviter le bordel. Ça permet à bien faire des distinctions. Maintenant, on va créer donc des attributs keyable, donc on va faire un exposant A. Voilà, ça peut être un exposant 1, vous mettez ce que vous voulez. En fait, c'est juste pour pouvoir mettre un ordre à tout ça. On va à un float, on va à un minimum de 0,25. On le add. On met un exposant B, toujours en float, minimum 0,5. On le add. Et un exposant C, 0,25. Alors, donc ces chiffres-là vont en fait servir d'exposant à l'information qu'on va mettre dans le scale des joints. Donc, l'exposant le plus élevé va forcer une contraction plus importante. Donc, bien évidemment, le truc est que les exposants A et C vont servir pour les joints les plus proches de la racine. L'exposant B, lui, va servir pour les joints qui sont au centre, en fait. Ça va permettre d'avoir une nuance plus délicate dans l'étirement. C'est pour ça que j'ai fait ce nombre de joints aussi. C'est à vous de calculer le nombre de joints que vous allez mettre vis-à-vis du nombre d'exposants. Par exemple, si vous voulez mettre qu'un exposant, c'est stupide parce que du coup, il n'y aura aucune nuance. Enfin, ça peut en apporter une, mais elle sera quasiment pas visible. 2 me semble être un minimum. 3, c'est déjà bien. Après, bon, voilà. Après, si vous commencez 4, 5, ça commence à faire beaucoup trop de travail, je pense, pour l'animateur. Donc, voilà. Donc en fait, donc l'exposant B va aller là-dedans. L'exposant A va aller ici. Et l'exposant C va aller ici. Le A et le C sont exactement les mêmes. La seule différence est que, admettons, parce qu'on peut se dire que ça n'a aucun intérêt dans le sens où le A et le C ont les mêmes valeurs, c'est tout à fait vrai, mais admettons qu'au lieu d'être un tube, c'est un bras, et bien peut-être que vous souhaitez plus de déformation ici à proximité du poignet que ici à proximité de l'épaule. Donc c'est pour ça que je fais ça en 3 exposants, ça permet aussi d'avoir un contrôle, de diviser le tube en 3 morceaux distincts. Effectivement, on aurait pu utiliser A et C, mais alors si on modifie cette partie-là, ça va modifier cette partie-là, ce qui n'est pas toujours l'effet escompté. Donc, une fois que nous avons cela, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Bien, on va avoir besoin de ces 10 exposants. Donc, on prend le contrôleur, on l'amène. Dans ce contrôleur, les valeurs des exposants ne se trouvent pas dans la shape. La shape, si vous regardez 3, vous avez ces éléments-là. Et il n'y trouve rien. Il y a la visibilité, les UV, tout ce qui est en fait propre à la shape donc de la courbe, ce qui ne nous intéresse pas, donc on fait le petit moins. Mais ici, le groupe transform, lui, est important. Vous voyez qu'il a les 3 exposants. Forcément, vu qu'on a dit exposant, on va avoir besoin d'un nouveau multiply divide, et pas facile à dire, hein, ce mot, multiply divide, mais comme on a 3 exposants, on a besoin de 3 multiply divide. Ça, le nombre est propre au nombre d'exposants que vous allez mettre, donc on va mettre un multiply divide, squash exposant A, on copie, on colle, ça sera le B,
et on recolle, ça sera le C. Bon, une fois que... Oula, tout doux, tout doux. Ah oui, important aussi, pour éviter ce que je viens de faire, par exemple, ou éviter des mauvaises manœuvres qui pourraient créer quelques tensions corporelles, quelles qu'elles soient, vous pouvez sélectionner vos nodes, et soit vous appuyez sur P, soit vous allez dans Edit Pin, et en fait il va y avoir une petite épingle, ça permet d'épingler en fait la node, ce qui fait que vous pouvez faire un nettoyage, et les nodes seront toujours là. Ça permet d'éviter quelques problèmes parfois qui peuvent créer des énervements quand on a un demi-million de nodes et qu'on va nettoyer alors qu'on n'aurait pas dû. Je parle d'expérience. Et donc, forcément, comme on a mis dans le nom que c'est des exposants, c'est parce que c'est lié aux exposants du contrôleur, mais donc il faut forcément que le mécanisme du multiply divide soit lui-même en exposant. Donc on met en power. Hop, hop là. Et donc, il va falloir mettre en exposant le résultat de la courbe que nous allons avoir vis-à-vis de l'exposant qu'on a insufflé dans le contrôleur. Alors, là, c'est toujours la petite zone tricky. Souvent tendance à me tromper. Vous allez voir. Je crois que je vais me tromper. Ok, je vais essayer de me tromper en tout cas. Et normalement, si on se trompe, ça se voit assez vite. Ok. Donc, je prends l'exposant, je le mets en 1, je monte d'abord l'erreur, j'essaye de faire l'erreur, et après, on regarde. Hop, ça c'est fait, ça c'est bon, on met ça, et on amène ça en output X, en scale Y, et en scale Z. Voilà, voilà, parfait, parfait. Donc là, vous voyez qu'il y a l'erreur. Alors pourquoi? Eh bien, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le système exposant, c'est d'abord la base et puis l'exposant. Donc, ici, forcément, on a 0,25 exposant 1. Donc, si on s'abuse, si on prend le joint et qu'on regarde son scale, il a 0,25, effectivement. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, à retenir, le principe est que dans l'exposant, on met d'abord l'exposant en input 2, et le output X vient dans le input 1X. On va lier ça au scale Y et Z du joint, toujours en faisant attention de savoir quel joint on veut modifier. Parce qu'il y a des joints parfois qu'il ne faudra pas modifier pour assurer une base saine. Avant de s'inquiéter de scale des joints, on va lier les nodes entre elles. Donc on met l'exposant en second, exposant C ici, voilà. Non, connecte-toi s'il te plaît, je te remercie. Et l'output X en 1X, et l'output X, pourquoi pas, en 1X. Voilà, ça l'a fait. Maintenant, on choisit les joints correctement. Alors là, ça va dépendre du coup de vos attentes, bien évidemment. Donc ça, ce joint-ci, le 1 et le 2 vont être pour l'exposant A, le 3 et le 4 vont être pour l'exposant B, et le 5 et 6 vont être pour l'exposant C. Donc, on prend ça, ça. Le output X, on met dans le scale X, scale Y, scale Z, et on peut relier les scales entre eux. Vous voyez que déjà, c'est un système simple, mais déjà, il peut y avoir quelques liens qui viennent troubler la vue assez vite. Donc, c'est à faire avec beaucoup de concentration. L'output X dans le scale Y et dans le scale Z, et les scales se lient entre eux. Voilà. Je ne préfère pas regarder ce qui se passe dans mon viewport pour être sûr. Voilà, voilà. Et donc maintenant, à l'opposé de ce qui se passait tantôt, en principe, si je tire, et voilà, ça s'affine. Alors, l'affinement là n'est pas réellement terrible. Pourquoi? Tout simplement parce que si on affiche ici, la quantité de définition qu'il y a dans le cylindre ne permet pas d'avoir quelque chose de très très beau. Okay, mais si on gonfle, là on voit bien le gonflement. Ouais. Par exemple, ça se voit mieux en gonflement que en... Et on voit qu'on a quand même une nuance qui se fait, qui est assez belle.
La seule chose, c'est que par exemple, admettons, je n'aime pas la manière dont ça fonctionne. Je me dis, c'est mieux si c'était plus comme ça. Ici, ça devrait être plus gonflé, voilà, voilà. Bon, ce n'est pas parfait, il y a des modifications aussi à faire au niveau du skinning, mais majoritairement, ça permet à l'animateur de pouvoir avoir une meilleure gestion, en fait. Donc, aussi, si on ne sait pas, on retourne au minimum, hop, et ça remet ça. Voilà. Et du coup, ça permet de faire un système de squash and stretch avec un maintien de volume, ce qui est important. Je sais qu'il y a des systèmes pour annuler le maintien de volume, mais c'est quand même relativement intéressant, je pense. Et ça rend plus de crédibilité aux personnages ou aux éléments. Donc ça permet d'avoir un bon contrôle. Du coup, ici, ça vous permet d'avoir un squash and stretch. Ça, ce n'est pas un système qui va vous permettre d'avoir une gestion au milieu. Ça, c'est pour tout ce qui est bendy. Je pourrais l'aborder dans d'autres vidéos s'il le faut. Ça, ce n'est pas un problème. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis disponible à répondre à tout ce qui vous interloque. Si jamais vous souhaitez avoir le fichier, eh bien, il sera téléchargeable dans la description. Je crois que concrètement, c'est un système assez basique qui est relativement correct, fonctionnel, et qui ne casse pas si vite que ça, en vrai. Il y a juste ce problème, voilà, juste ça, mais ce n'est pas un comportement que vous auriez, par exemple, avec un bras ou des systèmes comme ça, ni même avec la colonne vertébrale. Donc, je pense que ça devrait aller. Donc, si vous avez des questions, des commentaires sont là pour ça. Je répondrai. Et puis, eh bien, j'espère que tout était bien clair, que vous arriverez à le faire chez vous. De la pratique est fortement recommandée, mais moi, je me trompe encore, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour le fonctionnement de ce système, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.